Boris Vallaud, bonjour. Bonjour. Vous êtes député Nouvelle Gauche des Landes. La décision serait imminente sur Notre-Dame-des-Landes. Pour vous, faut-il abandonner le projet de construction d'aéroport? Écoutez, je vais vous dire, la réalité, c'est que je ne suis pas suffisamment connaisseur du fond du dossier pour me prononcer. Ce qui m'importe, c'est d'avoir l'assurance que l'ensemble des partis ont été entendus. Et lorsque je vois les réactions d'un certain nombre d'élus locaux, de la maire de Nantes, qui s'interrogent sur les raisons pour lesquelles, au fond, elle s'est déplacée à Matignon, je ne suis pas certain que ce soit le cas. Moi, je crois que dans ce dossier, qui est un dossier évidemment compliqué, il est nécessaire d'écouter tout le monde. C'est un dossier qui, en tout état de cause, a trop duré. La situation à Notre-Dame-des-Landes aujourd'hui est un abcès de fixation qui doit être réglé. Voilà. Il y a eu un référendum. Vous ne défendez pas l'autorité de l'État? Il y a eu un référendum. Écoutez, moi, je vais vous dire, sur ce sujet, je vais être très modeste. Voilà, il y a eu aussi un quinquennat dans lequel le sujet n'a pas prospéré. Mais vous voyez, moi, quand je parle d'inquiétude et de la réalité du débat sur ce projet, je m'interroge. Il y a une déclaration d'utilité publique du projet de Notre-Dame-des-Landes dont la caducité arrive en février. Pour que cette DUP ne tombe pas, il faut qu'il y ait un commencement d'exécution. Est-ce que le gouvernement a pris les mesures pour que ce chantier puisse démarrer vite, pour que cette DUP ne tombe pas? J'en suis pas certain. C'est pour ça que je me pose la question de savoir si la décision n'est pas en réalité de prise au-delà de ce qui est fait. Alors on verra, moi je ne fais pas de procès d'intention. Mais vous voyez, en tout cas, il faudra tirer des leçons sur la façon dont on conduit ce genre de grand projet. C'est un projet qui a plus de 40 Juste une chose, parce que vous étiez justement conseiller de l'ombre sous François Hollande. C'est lui qui a demandé ce référendum. Est-ce que derrière, l'autorité de l'État n'aurait pas voulu qu'après une décision, une consultation populaire, il y ait une vraie décision politique? Est-ce qu'il n'y a pas manqué de courage quand même? Écoutez, il faut se remettre dans les circonstances du moment. Et je ne suis pas certain qu'elles aient radicalement changé. C'est pour ça que c'est un sujet qui est très compliqué. Les moyens, quelles que soient les décisions pour évacuer la ZAD en force de l'ordre, est considérable. Et pour faire des travaux, il faut non seulement évacuer la zone, mais il faut tenir la zone pendant la durée des travaux. Et il fallait dissocier des moyens au moment où, précisément, il y avait une menace terroriste qui était considérable et un grand nombre de points statiques pour les forces de l'ordre. Et puis il y avait aussi déjà la question de la jungle de Calais. Et la dissociation de ces moyens risquait d'affaiblir la sécurité des Français. Voilà. Alors la réalité, il y a toujours autant de forces qui sont affectées au terrorisme. La réalité, c'est que mon opinion personnelle, c'est que quand on consulte la population, il est utile d'en tenir compte. On va écouter Bruno Retailleau, qui est élu de la région. Il s'est exprimé sur ce sujet ce matin. Vous réagissez juste après. Évacuer, ce sera violent parce qu'on a une population d'ultra. On le sait, ils sont préparés. Mais ils ont des soutiens. Il y a des armes, il y a des pièges, il y a une situation quasi insurrectionnelle et même c'est un camp militaire retranché. Donc on sait que c'est violent. Et j'imagine mal qu'il y ait de la part du président de la République et du Premier ministre une décision d'évacuation qui peut être lourde de conséquences sans rien faire pour rien. Est-ce que vous êtes inquiet, vous aussi, de cette évacuation de la ZAD? Ce sera une évacuation en toute hypothèse, parce que je crois que, quelle que soit l'hypothèse, il y aura une évacuation de la ZAD qui sera risquée sur le plan du maintien de l'ordre. Voilà, parce qu'il y a sans doute des gens qui sont très déterminés sur place, que la zone est extrêmement grande, qu'il se dit, mais je ne sais pas si c'est la vérité, qu'un certain nombre de pièges ou de défenses passives ont été installés. Et en effet, il faudra la plus grande vigilance dans les opérations qui seront conduites pour surtout éviter les drames. Et vous pensez qu'il faut une évacuation totale ou qu'il faut faire une sorte de Larzac pour les agriculteurs qui sont installés déjà sur place et qui cultivent? Mais il y a une différence entre les agriculteurs et les zadistes qui, pour un certain nombre d'entre eux, pour l'essentiel d'entre eux, ne sont pas du tout de Notre-Dame-des-Landes ou des environs. Donc ce que je crois, c'est qu'à partir du moment où il y a une évacuation des zadistes, il faut qu'elle soit complète. On va écouter Laurent Wauquiez qui s'est exprimé également ce matin. Combien est-ce que ça va coûter aux Français? Quoi? L'évacuation et le renoncement de Notre-Dame-des-Landes. Les Français ont le droit de savoir. C'est leur argent. Ça se chiffre, selon toute vraisemblance, en dizaines de millions d'euros, si ce n'est pas plus. Mais cette évacuation, il faut être clair, ça cache une capitulation. Parce que si jamais on abandonne le projet de Notre-Dame-des-Landes, la réalité, c'est que les zadistes auront gagné. Les zadistes auront gagné, dit Laurent Wauquiez. Écoutez, je ne sais pas si c'est en ces termes qu'il faut présenter le sujet. Là où Laurent Wauquiez a raison, c'est que, en toute hypothèse, ça aura un coût. L'évacuation a un coût. Le renoncement au projet a un coût. Il y a un accord avec Vinci. Parce qu'il y a un accord avec Vinci et qu'il faudra vraisemblablement indemniser Vinci. Alors là, je fais confiance au gouvernement pour négocier âprement si ça devait être le cas.
Sur l'asile et l'immigration, Emmanuel Macron était hier à Calais. Est-ce que pour vous, il a fait preuve à la fois d'humanité et de fermeté? Écoutez, vous savez, j'ai entendu effectivement ce vocabulaire qui est bien connu. Devoir d'humanité d'un côté et respect de l'ordre républicain de l'autre. Mais moi, je considère que le respect de l'ordre républicain, il commande l'humanité. Et ce qui me dérange beaucoup dans la posture du président de la République, c'est la façon dont on le renvoie les uns et les autres à toutes les voix dissonantes, discordantes, les doutes, les questionnements, de façon comme si c'était illégitime. Vous voyez, un intellectuel qui s'émeut de la politique migratoire du gouvernement, il est nécessairement déconnecté du peuple. Ceux de ses anciens amis qui l'ont accompagné dans sa campagne, qui font une tribune dans le monde hier, ils se donnent bonne conscience. D'autres ont un problème de responsabilité ou sont dans la posture. Moi, je ne suis pas certain que des gens comme Laurent Berger, comme le président de Médecins du Monde, comme un certain nombre d'intellectuels, je parlais de Leclésio, et les responsables politiques qui s'expriment, sont dans la posture. Voilà, on peut être en désaccord, on peut poser des questions, on peut s'émouvoir sans nécessairement être illégitime et être dans le refus de regarder la réalité en face. Notre préoccupation, c'est une politique qui soit effectivement humaine parce que l'ordre public le commande. Et quand on dit humaine, ça veut dire quoi? Ça veut dire des conditions d'accueil dignes et inconditionnelles. Or, la circulaire du ministre de l'Intérieur du 12 décembre dernier remet en question ce principe fondamental et d'une certaine manière trouble le bon ordre public que revendique le président de la République. Ça veut dire que quoi? Qu'en France, les services de l'État ne peuvent pas se rendre dans des centres d'hébergement? Ça veut dire qu'il y a des endroits où l'État ne peut pas aller? Il y a des lieux qui doivent être des sanctuaires. Voilà, des sanctuaires parce que... C'est pas les forces de l'ordre, c'est les services de l'État. Oui, bien sûr. Mais que se passe-t-il du fait de cette circulaire? C'est qu'un certain nombre de migrants se retrouvent à préférer dormir dans la rue que dans les centres d'hébergement d'urgence. Faut-il attendre qu'il y ait des morts de froid pour s'en émouvoir? Moi, voilà, je suis désolé, mais je ne crois pas que ce soit la solution. Et pardonnez-moi, mais le grand enjeu, quand on parle d'humanité, et je sais bien la bonne conscience en réalité qu'on se donne en citant Michel Rocard, c'est de dire ceux qui ont le besoin d'être protégés ont-ils accès à ce droit fondamental garanti par la Constitution française et par la Convention de Genève de 1951. Eh bien, je ne crois pas que ce soit systématiquement le cas. Parce que vous voyez, parmi les Dublinais, il y a une réflexion à conduire là-dessus. Il n'y a pas que des déboutés du droit d'asile. Il y a des gens qui seront éligibles. Voilà. Il y a aussi ce qu'on appelle les NINI. Ni éligibles au droit d'asile, ni expulsables. Parce qu'on peut ne pas être éligible au droit d'asile, mais néanmoins nécessiter d'être protégé pour des motifs de santé, parce qu'on a droit à une vie privée et familiale. Voilà ce que je veux dire. Et moi, je suis à l'écoute, comme l'ensemble d'ailleurs des députés du groupe Nouvelle Gauche qui ont reçu les associations. Ça veut dire que le projet de loi, il ne prend pas tout en compte pour vous? Il est imparfait? Il est extraordinairement déséquilibré. Voilà. Et quand je vois le ministre de l'Intérieur dit, grosso modo, on restera droit dans nos bottes et on ne bougera pas notre projet, mais je me dis, mais où est le débat parlementaire à venir? Voilà. Et je m'en inquiète parce que je crois que sur des sujets importants comme cela, qui suscitent des fantasmes, des inquiétudes, eh bien, il y a, je crois, besoin de pédagogie, il y a besoin de débats parlementaires, de débats publics, de débats intellectuels, et il ne faut pas les disqualifier, ces débats. Il y aura un débat au mois d'avril ici, dans l'hémicycle. En tout cas, je le crains assez formel. Est-ce que pour vous, il faut régulariser tous les sans-papiers? Mais c'est absolument pas mon propos. Bien sûr qu'il faut de la régulation de l'immigration, mais il faut une lutte acharnée contre les filières clandestines. Il faut venir en soutien des départements et des mineurs non accompagnés. Parce que ceux-là, ils sont traités aujourd'hui davantage comme des étrangers que comme des enfants qui ont besoin d'être protégés, qui ont besoin d'éducation, qui ont besoin d'accès à la santé. Il y a besoin aussi de travailler sur l'aide au développement. Regardez ce qu'est aujourd'hui en France, un grand pays comme la France, le budget du développement, 0,38% du PIB. Vous savez que la recommandation de l'ONU de porter cet effort à 0,7% du PIB date de 1970. Voilà le chemin que nous n'avons pas parcouru, toute majorité confondue, depuis des années. Donc moi, je crois qu'on a une responsabilité éminente. Est-ce qu'on demande à la France d'accueillir toute la misère du monde? Certes non. Le fait-elle? Elle en est loin. Moi, je regarde de l'autre côté de la Méditerranée, je vois la Tunisie, qui a 1,5 million de réfugiés libyens, je vois le Liban, avec 1,5 million de Syriens. C'est 20-25% de leur population. Comment vient-on en aide à ces pays-là? Comment vient-on en aide à ces populations aussi qui ont besoin d'être protégées? Et juste dernier point, parce que c'était l'objet d'une question d'actualité hier au gouvernement. Le 20 décembre dernier, le gouvernement a dit qu'il renonçait
dans son projet de loi à la notion de pays tiers sûr pour ne pas avoir, enfin pour pouvoir renvoyer vers des pays vers lesquels sont passés hors de l'Union européenne ces migrants. Mais il y a aussi en discussion un règlement à Bruxelles qui serait d'application directe sur ce même sujet. Moi, je veux être assuré que ce à quoi le gouvernement a renoncé à Paris n'est pas en train de le négocier à Bruxelles. Et j'ai pas eu de ce point de vue-là à ce stade. Une réponse dans l'hémicycle à la question que vous avez posée hier au gouvernement. On va parler du PS. Est-ce que la guerre des chefs, la guerre des égos est relancée? Mais ça, c'est vous qui la qualifiez de cette manière. Moi, je ne me désole pas qu'il y ait plusieurs candidats à la direction de ce parti. Vous savez, c'est pas comme s'ils étaient en train de reprendre le commandement du Charles de Gaulle. Vous voyez, on est dans une situation qui est très difficile. Et moi, je trouve qu'il y a aussi de l'abnégation et du courage à se porter candidat. Moi, je ne suis pas dans la disqualification. Je crois qu'il y a un respect mutuel de ceux qui se portent candidats. Et puis voilà, et puis on verra. Qu'est-ce que vous pensez de la démarche de Delphine Batho? Bah écoutez, c'est parfaitement son droit que de se présenter. C'est une démarche assez offensive. On a l'impression d'une initiative un peu solitaire, non? Mais vous savez, c'est une décision qui est très personnelle, d'y aller ou de ne pas y aller. Donc je pense qu'elle, je suis même certain, parce que c'est une femme... Vous y avez réfléchi? Oui, moi j'ai réfléchi assez vite pour dire que non, c'était pas mon souhait, pas mon envie, que je me pensais plus utile dans d'autres fonctions. Voilà. Elle parle de mafia politique quand même, Delphine Batho, d'un parti verrouillé. Est-ce qu'il y a une part de vérité dans le PS que vous connaissez, vous? Écoutez, les mots sont durs. Ils ont sans doute vocation à réveiller les consciences, peut-être à dire attention, faisons vivre la démocratie dans ce parti, ne verrouillons pas les choses. Les militants ont envie d'être entendus dans les semaines, dans les mois, dans les années à venir. Je crois que c'est peut-être ça qu'elle veut dire, avec des mots que je n'aurais sans doute pas moi employés. Mais vous savez, dans ce moment de faiblesse du Parti socialiste, l'injonction qui nous est faite, à nous tous, c'est de changer de comportement. Dans la campagne électorale, dans les rencontres que je fais un peu partout en France avec les militants, ceux qui me disent si vous avez été incapable de vous entendre, vous avez désappris à vous écouter, à vous convaincre, voilà, retrouvez ça, cette capacité à vous battre. Mais on voit bien justement cette guerre des égos, on voit moins bien les idées que vous voulez la guerre des égos. Vous changez déjà le registre avec lequel vous parlez de ces candidatures. Parce que vous ne pouvez pas dire finalement il y a de l'enthousiasme parce qu'il y a quand même 5 candidatures. Il devait y avoir une candidature commune autour de Najat Vallaud-Belkacem. Ça aussi, vous savez, il y a le journaliste d'investigation, puis il y a le journaliste de spéculation. Là, ça relève du journalisme de spéculation. Oui, mais il y a aussi des candidats qui parlent et qui nous disent qu'il y aurait pu avoir une entente possible. Et pourquoi pas derrière Najat Vallaud-Belkacem? Pourquoi elle ne s'est pas présentée? Écoutez, je ne suis pas son porte-parole. Elle l'a exprimé avec clarté, netteté et conviction dans un hebdomadaire. Quelles sont les idées que vous voulez défendre? Écoutez, on a beaucoup de sujets importants qui se présentent à nous. Il y a la mutation du travail, qui est considérable. C'est un débat qu'on n'a pas pu avoir dans les ordonnances sur la réforme du Code du travail. On a 50% des emplois qui vont être télescopés par la révolution numérique. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut qu'on construise une société apprenante, parce que un jeune qui rentre sur le marché du travail exercera un métier qui n'a pas encore été inventé dans 10 ans. On a besoin d'un modèle social qui soit capable de gérer l'incertitude, qui soit capable de permettre aux travailleurs de gérer les transitions professionnelles, de se créer aussi des droits en dehors du salariat. Il faut aussi qu'on affronte ce qui est aujourd'hui déjà une réalité, c'est une société de mini-jobs. Voilà, moi je ne me résous pas, au fond, à ce que le gouvernement accepte, c'est qu'il y ait d'un côté les gagnants de la mondialisation, de l'autre les perdants, ceux qui seront dans les grandes entreprises avec des gros salaires, des grandes protections sociales, ceux qui sont dans des petites entreprises avec des petits droits sociaux parce qu'il n'y aura pas de syndicats, des petites protections. Voilà, donc moi je ne suis pas pour une société à deux vitesses, je pense qu'il faut avoir l'ambition de se dire la France peut être une grande puissance industrielle. Voilà un deuxième sujet auquel je crois, en réconciliant l'industrie et l'écologie, en faisant par exemple de la sobriété énergétique un des éléments de notre compétitivité. Et dès demain, vous allez présenter une proposition de loi dans l'hémicycle intitulée Entreprise nouvelle et gouvernance nouvelle. Quel est le but de ce texte? Écoutez, ça part d'un constat. La mondialisation, à bien des égards, est devenue déloyale. L'économie s'est financiarisée dans des proportions considérables. Et nous avons un modèle productif dont on sait qu'il est destructeur de l'environnement. Et pour surmonter tous ces enjeux-là, il y a des forces transformatrices considérables dans la société, et en particulier les entreprises. Parfois pour le pire, parfois pour le meilleur. Et donc, cette loi, c'est d'abord un acte de confiance considérable. On dit aux entreprises, eh bien, vous êtes acteurs de ce changement, on change
la rédaction du Code Napoléon, en disant qu'une société se constitue non seulement dans l'intérêt de ses actionnaires, mais doit se préoccuper de l'impact social, économique et environnemental de son activité. On dit que les entreprises n'appartiennent pas qu'à leurs actionnaires, qu'elles sont un bien commun, et que si on veut des stratégies de long terme pour lutter contre le court-termisme des marchés, si on veut d'une certaine manière redonner aux chefs d'entreprise du pouvoir sur l'actionnaire, eh bien on va instaurer une codécision. Et vous pensez pouvoir obtenir une majorité sur ce texte? Écoutez, tel que s'est déroulé le débat en commission et tel qu'il s'annonce en séance, je crains que la promesse faite par le gouvernement et par cette majorité d'écouter tout le monde soit démentie, puisque je sais qu'ils ont déposé une motion de rejet en commission, ce qui sera une façon de ne pas discuter de notre projet de loi. Voilà. Merci. C'est pas l'idée que je me fais du Nouveau Monde. Merci Boris Vallaud d'avoir été avec nous ce matin, député.